Il y a des gens derrière dont l'intention est carrément de renverser ce système-là. Luc Laliberté. Contre, pas une refonte du système. On est contre le système, point. La rencontre Laliberté-Martineau. Hey, une rencontre entre Biden et le président chinois à San Francisco. Ouais. Est-ce que ça va être dans le quartier chinois de San Francisco, ça? La plus grosse communauté chinoise hors de la Chine, mine de rien. Puis d'ailleurs, tiens, si jamais vous passez par San Francisco un de ces jours, visite culturelle, visite historique particulièrement riche et intéressante. Et si vous comparez ça avec le Chinatown de New York, il n'y a pas beaucoup de points de comparaison, finalement. Ils sont très différents. Parenthèse culturelle, on referme. Donc oui, Xi Jinping se présente. C'est rare, de plus en plus rare que Biden et Xi Jinping se parlent directement et non pas par responsable de la diplomatie ou même militaire interposé. On se demande ce qui va émaner de tout ça. On a convenu déjà qu'il n'y aurait pas de déclaration commune à la fin de cette rencontre-là. Quand il y a un sommet ou une rencontre, souvent on dit quel va être le communiqué de presse, quel message passe-t-on? On ne s'attend pas à grand-chose de ce côté-là. Et il y a aux États-Unis, à tout le moins dans les perceptions, il y a du pour et du contre. Parce qu'on se rend compte que du côté chinois, si on regarde les médias, puis essentiellement ce sont des médias qui relaient le message du gouvernement, ce sont des médias d'État, on présente ça sous un jour favorable. Et même sous le jour de Xi Jinping a une relation depuis longtemps dans sa vie avec les États-Unis, puis on peut miser là-dessus. Il y en a plusieurs qui se disent, comment se fait-il soudainement qu'en Chine, les médias relaient un message plus positif, même presque jovialiste de la position américaine? Il y en a qui craignent que ce soit un piège pour Joe Biden. C'est-à-dire que cette ouverture-là, Biden refasse des erreurs que Barack Obama a fait. Il y avait des engagements qu'on avait pris avec Barack Obama, entre autres de ne pas militariser la zone Asie-Pacifique ou d'ajouter donc une présence militaire chinoise. Puis finalement, on s'est dit en bout de piste, Obama s'est fait avoir dans ce dossier-là. Donc, on dit, est-ce que Joe Biden n'est pas en train de tomber dans un piège? Ce que M. Biden, lui, a annoncé de son côté, c'est on ne parle pas de marcher main dans la main, puis grosso modo de se partager le monde, parce que c'est une façon de voir la chose. Lui, il y va plus modestement, en disant, entre autres, on veut lutter contre le fentanyl, on veut lutter contre la production, la consommation. Puis il dit, là-dessus, on peut, considérant entre guillemets, la contribution de la Chine, on est capable d'intervenir et de régler un problème comme celui-là. Mais personne n'est naïf. On veut montrer qu'on est capable de se parler, ce qui est déjà beaucoup, honnêtement, d'ouvrir, de rétablir des canaux de communication directs. Mais personne n'est dupe. Ce qu'on voudrait tous savoir, c'est que vont-ils se dire des affaires du monde? Oui. Que vont-ils se dire sur l'Ukraine? Mais que vont-ils se dire surtout sur la question de Taïwan? Tout à fait. Écoute, la Chine, le président chinois est allé visiter Poutine il y a très peu de temps. On dirait que la Chine souffle le froid et le chaud. Là. D'un côté, on se rapproche de la Russie, qui est un ennemi des États-Unis. De l'autre, on sait de jouer copain-copain avec les Américains. Est-ce que ce sont des faux amis, le régime chinois? Autant les Américains souhaitent placer leur pion à l'échelle de la planète, puis d'ailleurs, on en a parlé de ça assez régulièrement, on l'a rappelé en tout cas, parce que Biden a été distrait de ce qu'il s'était donné comme mission principale, qui était justement de repositionner les États-Unis, puis de revoir ou de solidifier des alliances dans la zone Asie-Pacifique. M. Biden a été détourné de ça, les États-Unis l'ont été bien sûr en raison de l'invasion de l'Ukraine, puis plus récemment de cette lutte à finir entre Israël et le Hamas. Mais donc, M. Biden essaie de repositionner les États-Unis. Xi Jinping réagit de la même façon. L'avantage de Xi Jinping, quand tu dis c'est un faux ami, c'est qu'il peut jouer ce qu'on appelle en termes de football le long game. Il peut jouer ça. Il peut laisser aller le chronomètre, lui, parce qu'on ne parle pas d'élection, on ne parle pas d'échéance électorale, on parle plutôt de contrôle de la machine. Il peut se permettre parfois un pas de recul, un détour, parce qu'à long terme, il sait qu'il va parvenir à ses fins. Joe Biden a beaucoup plus de difficultés à faire ça, puis c'était la même chose pour Donald Trump. Peu importe ce qu'on pourrait donner comme commentaire, un président américain, l'échéance électorale, elle arrive rapidement. C'est aux 2 ans pour le Congrès et c'est aux 4 ans pour un mandat présidentiel. C'est plus difficile de jouer ce match à long terme. Et donc, M. Biden essaie justement de se replacer. C'est pas particulièrement évident. Je vais surveiller ça avec beaucoup d'attention, mais j'ai hâte de voir ce qu'on va partager avec les médias et avec la population à la fin de la journée aujourd'hui ou demain.
Écoute, je suis d'accord avec toi. Je suis allé à San Francisco. Il y a deux choses qui m'ont frappé à San Francisco. C'est le quartier chinois de San Francisco qui est énorme et le nombre de sans-abri hallucinant à San Francisco. Vraiment. Et ça, écoute, je vais à San Francisco depuis une vingtaine d'années déjà, si ce n'est plus. Et ce qu'on voit dans les rues de San Francisco dans les dernières années, c'est ce qu'on voyait à Oakland avant. Il y avait une grande différence entre visiter Oakland et San Francisco. Hein. Il y a un pont de distance. Il y a le Bay Bridge qui nous sépare entre des deux. Mais la dernière fois, c'est ce qui m'a étonné. J'avais l'impression d'être du mauvais côté du Bay Bridge, c'est-à-dire là où on retrouve plus de pauvreté. Et c'est étonnant. Ben oui et non. Non, c'est pas étonnant si on considère l'évolution de l'économie, mais c'était étonnant qu'une ville habituellement très riche, où on ne voyait pas afficher la pauvreté et la misère, ben maintenant, elle est exposée à la vue de tous. Donc, c'est ça qui m'a étonné en visitant San Francisco. Et j'espère que Montréal ne s'en ira pas justement à ressembler de plus en plus à San Francisco. Écoute, tu m'as envoyé ton plan de conversation et je suis encore sur le cul. Le speaker de la Chambre qui remet en question la séparation de l'Église et de l'État. Attends une minute, là. Il veut une théocratie? C'est ça qu'ils veulent? Écoute, il y a parfois, et ça me fascine, ça me fascine comme observateur de la société américaine, puis tu l'aurais deviné bien sûr encore plus dans ce cas-ci comme prof d'histoire. La séparation de l'Église et de l'État, là, pour n'importe qui a fait un peu d'histoire américaine, qui connaît la Constitution américaine et qui sait qu'elle a été dirigée au 18e siècle, se rappelle que dans ce qu'on a appelé la Révolution atlantique, de part et d'autre de l'océan Atlantique, des révolutions qui s'inspirent de la philosophie des Lumières, tout le monde y est allé de cette séparation à des degrés variables, de cette séparation du pouvoir de l'Église et de l'État. On mettait fin à des centaines d'années d'alliance entre le politique et le religieux. Les pères fondateurs ont fait ça en insistant, bien sûr, dans la Charte des droits sur la tolérance religieuse. Qu'en 2023, la troisième personne en termes d'importance pour le pouvoir aux États-Unis, il y a le président, le vice-président, et ensuite, si ces deux-là devaient disparaître, dans ce cas-ci, c'est une vice-présidente, c'est Mme Harris, mais si les deux premiers venaient qu'à tomber au combat, on aurait à la tête des États-Unis M. Johnson qui dit on s'est mal exprimé quand on a parlé de séparation de l'Église et de l'État. Donc lui, on le sait, il est profondément religieux, il courtise un électorat religieux. Jusque-là, absolument rien de mal. Le problème, c'est d'imposer, bien entendu, sa religion, d'imposer la Bible comme façon de gérer les États-Unis. Alors hier, écoute, ça a été une journée très chargée pour Mike Johnson hier parce qu'on discutait de budget également entre républicains et démocrates. C'était un premier test pour le nouveau speaker. Mais celle-là, j'avoue qu'elle m'a ébranlé solidement. La présence religieuse... Remettre en question la séparation entre l'Église et l'État. Si notre ami commun Guy Perkins nous écoute, je suis sûr qu'il se tape la tête sur les murs. Luc, est-ce que la séparation de l'Église et de l'État, elle n'est que symbolique aux États-Unis? Parce que Dieu est partout, hein, sur les pièces de monnaie, In God We Trust, les présidents vont toujours à l'Église, etc. Dieu est quand même présent. On dirait que symboliquement, on a séparé les deux, mais c'est pas si séparé que ça aux États-Unis. C'est particulièrement complexe. C'est-à-dire que c'est une communauté à l'intérieur du monde occidental. C'est un sujet que j'ai justement abordé avec Guy déjà la dernière fois qu'on a cassé la croûte ensemble. C'est impressionnant parce que c'est encore un pays où il y a une forte concentration de croyants pratiquants. Si on comparait le Québec et le Canada, c'est une des différences qu'on a, particulièrement le Québec. On a encore des croyants, ce que ces gens-là pratiquent, et le nombre de croyants est à la baisse, sérieusement. Aux États-Unis, ce phénomène-là, il s'effectue, il se fait, mais beaucoup plus lentement. Donc, le nombre de croyants et de pratiquants diminue, mais écoute, la progression en ce sens-là, elle est beaucoup plus lente. Ce qui fait exciter un politicien, c'est le cas de M. Johnson, c'est le cas de M. Biden, qui est seulement le deuxième catholique de l'histoire, à occuper le siège du président. On n'a comme pas le choix de parler de religion. Et même sur la tolérance religieuse, j'ai envie de te dire, c'était un des 10 premiers amendements à la Constitution américaine. Pas sûr que ces temps-ci, on a ça en tête, la tolérance religieuse, quand on regarde la montée de l'antisémitisme et de l'islamophobie. Donc, on est tolérant pour toutes les religions, vraiment. Ça aussi, c'est à vitesse variable, même au 21e siècle. Mais là où ça m'inquiète, je répète, c'est habituellement, on sait qu'il y a des politiciens qui vont courtiser cette droite morale et religieuse. Donald Trump le fait. C'est une partie de la population qui l'a porté au pouvoir. Mais entre s'adresser à ces gens-là puis dire « je partage vos valeurs » et faire tomber ce mur, aussi fragile ou mince peut-il être,
faire tomber ce mur-là, c'est assez étonnant. Et ça va avec les courants historiques. Quand tu référais tout à l'heure à In God We Trust, faut se rappeler que cette devise-là en remplaçait une autre qui était de plusieurs uns, et pluribus unum. Et en fait, ça s'est fait sous Dwight Eisenhower après la Deuxième Guerre. Eisenhower voit un courant conservateur très, très important. Et c'est là où on va de l'avant avec la devise. Et j'ai comme l'impression qu'on revient là. Donc, on a ces moments de tension, on croit ou on croit moins, on remet ça en question. On est dans un moment où le courant conservateur est encore particulièrement fort, en tout cas au sein du Parti républicain, c'est certain. Des républicains qui sont venus au cou. Ils se sont battus. Où ils se sont battus? En chambre? En chambre, on a joué du coude. Donc, se battre, faut pas imaginer la WWF, là, où Dwayne The Rock Johnson débarquant contre Cena. Donc, je te ramène plutôt, là, on a joué du coude, je te ramène au Sénat. Écoute, on a eu un sénateur américain, M. Mullen de l'Oklahoma, qui a carrément menacé le président des Teamsters. C'est un syndicat très important. On en connaît l'histoire et l'influence dans l'histoire. J'ai demandé à l'équipe de nous préparer un extrait. Voici ce que dit M. Mullen au président des Teamsters. C'est un sénateur. On est à Washington. Okay. You tweeted at me 1, 2, 3, 4, 5 times. And let me read what the last one said. Quit the tough guy act in these Senate hearings. You know where to find me. Any place, anytime, cowboy. Sir, this is a time, this is a place. If you want to run your mouth, we can be two consenting adults. We can finish it here. Okay, that's fine. Perfect. You want to do it now? I'd love to do it right now. Attends une minute, ça, c'est à 4 heures au Rack à Bessic. Non, si c'était au Rack à Bessic, je n'aurais peut-être pas parlé. C'est pas au Rack à Bessic, c'est là. Et on peut pas partager les images avec les gens qui sont à l'écoute, mais le sénateur se lève et il a une carrure, Mullen, très impressionnante. Il se lève, il est sur le point d'enlever sa bague de sa main et de débarquer dans la salle au Sénat pour affronter le président des Teamsters qui dit grosso modo « Amène-toi ». Il dit « Viens-t'en, là, on va finir ça ici, là. » Voilà. Non, mais attends, mais il y avait un gag là-dedans, il y avait de l'humour, j'imagine. Là. Non, c'était pas absolument pas. C'était un défi de la violence verbale pure et simple et on a failli en venir au coup. Si bien qu'il a fallu faire appel à un arbitre. Et je ris, puis en même temps, c'est dramatique. Je veux dire, on en est rendu là, mais c'était une scène, si on prend ça hors contexte, tu ris, tu dis, ça se peut pas, c'est un film de série B, c'est une mauvaise ou une bonne, très bonne comédie américaine. Écoute, je te fais entendre on va probablement reconnaître la voix, qui fut l'arbitre de ce match-là pour rappeler au sénateur, son statut et ce qu'il est censé faire. Dis-moi si tu reconnais la voix, Richard. Oh, stop it. Is that your solution? No, sit down. Sit down. You're a United States Senator. Sit down. Active. Okay. Sit down, please. Can I respond, Mr. Chairman? Hold it. If we can't, no, I have the mic. I'm sorry. This is Hold what he it. said. You'll have your time. Okay. Can I respond? Oh, no, you can't. Attends, là, tu as un sénateur en chambre qui dit au président des Teamsters, « Ah ouais, viens-t'en, on va régler ça, là, mano à mano, là, toi puis moi tout de suite. » Come on, l'autre, cowboy! il dit, OK. Et là, c'est Bernie Sanders, bien sûr, qui a dit, voilà. Calmez-vous. Et je vous rappelle que vous êtes un sénateur. Écoute. Voilà. Écoute, c'était Bernie Sanders, notre bon vieux Bernie, qui, peu importe qu'on soit d'accord avec les idées ou pas, c'est un personnage en politique américaine. M. Sanders qui préside cette séance-là, qui dit, écoutez, j'ai le marteau, je vais cogner sur la table pour ramener l'ordre, mais vous êtes un sénateur. Puis ce qu'on entend plus ou moins, c'est comportez-vous comme tel. Assoyez-vous. Mais on a un homme de 80 qui est en train de pointer une espèce d'armoire à glace, le sénateur Mueller, qui lui dit à la fin, lui, il dit, est-ce que je peux répondre? Non, assis-toi. Donc, on a l'impression d'une cour d'école. On a l'impression d'un prof au bord de la retraite qui a de la difficulté à garder le contrôle de sa classe. Écoute, mon premier réflexe a été de rire aux éclats parce que j'ai d'abord cru comme toi une blague. Mais ensuite, je me disais, non, on en est là. Alors qu'à la Chambre, à côté, des républicains entre eux se poussent à grands coups de coude et qu'ils se menacent parce qu'ils sont pas d'accord entre eux une fois de plus sur le budget. De l'autre côté, on a un sénateur qui est en train de se libérer les mains de ses bagues puis de dire au président des Teamsters, « Come on, bring it on ». C'est complètement fou. Et écoute, en terminant, j'ai lu une entrevue de The Rock, Wayne Johnson, The Rock, qui dit qu'il a été approché par les deux partis, et par les républicains et par les démocrates pour se présenter en politique. On est rendu là. On va demander à The Rock de se présenter. Écoute,
Aux États-Unis, ça coûte une fortune. Il faut avoir beaucoup de notoriété. Les histoires à la Barack Obama, où on est, entre guillemets, un no-name ou un inconnu, et qu'on parvient à se hisser, puis très rapidement au sommet, c'est l'exception. Habituellement, on vient soit des grandes écoles, des grands milieux, et on a souvent une carrière derrière soi. The Rock, c'est pas la première fois qu'il dit qu'on l'approche, ou encore qu'il serait même tenté de se présenter. Alors qu'il était essentiellement lutteur avant sa carrière cinématographique. Oui. The Rock disait dans ses discours, parce qu'il prononçait des discours avant ses combats, c'était une grande gueule, c'était le rôle qu'on lui faisait jouer. The Rock disait il était essentiellement républicain. Maintenant, quand on l'écoute, le vedettariat, la popularité, puis la place qu'il occupe maintenant, il est un peu partout, qu'on aime ça ou pas. Il est beaucoup plus démocrate dans la plupart de ses interventions. Est-ce qu'on a des chances de voir un candidat de Rock? Écoute, tout le monde a le droit d'accéder à la présidence américaine, acteur ou pas acteur. C'est pas de là que je pensais que viendrait la solution, pour être bien honnête. Je veux d'abord et avant tout de la compétence, idéalement à la Maison-Blanche ou au Sénat. Malheureusement, c'est pas toujours la qualité qui nous amène là où on est rendu. C'est pas toujours l'expérience et les compétences. Arnold a été gouverneur de la Californie. Il y a Jesse Ventura aussi. Jesse Ventura qui a fait de la politique tout à fait. aussi. C'est un gouverneur. C'est un gouverneur, lui aussi. Pourquoi pas The Rock, président des États-Unis? Dans les deux cas, des républicains. Est-ce qu'on va avoir un lutteur démocrate maintenant? Écoute, on en est là. Les paris sont ouverts. Mano à mano. Bring it on, Richard. Bring it on. Salut, Luc. Bonne journée, à demain. Bonne journée.